La suite du grand journal de Radio J à écouter sur vos autoradios numériques, notamment Radio Line. Place au grand entretien de cette édition. Bonjour Marc Ecker. Bonjour Steve Nadjar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Vous êtes directeur de la recherche de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, et vous venez de publier une note sur le processus de déradicalisation en France intitulée Un jour djihadiste, toujours avec un point d'interrogation. Une étude que vous avez produite après une enquête de terrain au sein du programme d'accompagnement individualisé et de réaffiliation sociale. Marc Ecker, quelle est l'origine de ce programme ? Alors, l'origine de ce programme, c'est un appel d'offres du ministère de la Justice pour gérer les personnes, notamment sortant de prison, radicalisées. Alors, il n'y a pas que des sortants de prison, là il faut que je rentre un peu dans le détail, et quand on dit radicalisées, ça inclut deux catégories. Ça inclut des personnes condamnées pour des faits de terrorisme, et ça inclut aussi des personnes dites droit commun suspectées de radicalisation, c'est-à-dire des personnes entrées en prison pour des faits autres que du terrorisme, notamment des faits de délinquance, ça peut être des vols, du trafic, etc., et qui ont été considérées comme radicalisées par l'administration pénitentiaire. Donc ça peut être des personnes soit qui se sont radicalisées véritablement en prison, soit qui étaient déjà radicalisées avant mais pas repérées comme telles et qui donc ont été repérées par l'administration pénitentiaire. C'est un programme qui s'étend sur quelle période ? Alors c'est un programme qui a été créé en 2018, qui a pris la suite d'un autre programme qui s'appelait RIVE, qui a existé de 2016 à 2018. Le marché public était prévu pour 2 ans, ça a été prolongé pour 1 année. Et donc les personnes qui sont suivies peuvent être suivies pendant plusieurs mois, voire même quelques années. Est-ce qu'on peut parler en la matière d'un modèle français de déradicalisation ? Je ne crois pas qu'on puisse vraiment parler d'un modèle français de déradicalisation parce que, en fait, il y a aussi des programmes dans d'autres pays et l'impression que j'ai, c'est que depuis quelques années, on a une convergence internationale de ces programmes. On a des bonnes pratiques qui sont partagées, notamment à travers des organisations internationales. L'OSCE, par exemple, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, a travaillé sur ces questions. L'ONU également a monté des groupes de travail internationaux. Et puis au niveau de l'Union européenne, il existe un groupe qui s'appelle le Radicalization Awareness Network qui permet des échanges de pratiques entre praticiens et chercheurs sur les questions de la contre-radicalisation et notamment du désengagement et de la déradicalisation des personnes qui sortent de prison. Marc Ecker, vous écrivez qu'en matière de lutte contre le terrorisme, il existe un dilemme du libéré et que c'est lui qui pollue le débat sur les programmes de réinsertion des personnes condamnées pour des faits de terrorisme. Quel est ce dilemme, Marc Ecker ? Parce qu'on a l'impression dans le débat public que c'est un peu naïf de vouloir déradicaliser des individus et que les envoyer vers ce programme, c'est vraiment faire preuve de naïveté et d'angélisme, si vous voulez. En fait, c'est un faux débat parce que ces personnes seraient dehors de toute manière. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont arrivés au bout de leur peine et qui sortent. Donc, le choix, si vous voulez, c'est les mettre dans un programme de ce type-là, ou alors avoir ce qu'on appelle une sortie sèche, c'est-à-dire pas d'encadrement du tout par des services sociaux, psy ou idéologiques. En revanche, ce qu'il faut voir aussi, et là encore, ce n'est pas faire preuve de naïveté ou d'angélisme, c'est que quand ces individus sont dans ce programme-là, il y a bien évidemment en parallèle une surveillance par les services de renseignement. Certains chercheurs se sont montrés, et vous le rappelez dans cette étude, assez sceptiques sur l'efficacité de ces programmes ciblés. Oui, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, il y a une raison générale. Comme je vous l'ai dit, ces programmes existent dans différents pays, que ce soit en Europe ou au-delà. Et vous avez traditionnellement des acteurs qui proviennent plutôt des milieux sécuritaires, police, services de renseignement notamment, qui sont sceptiques, qui pensent qu'on ne va pas pouvoir, entre guillemets, récupérer des personnes qui sont vraiment radicalisées et qui sont nos ennemis irréductibles, si vous voulez. Qu'est-ce qu'ils proposent ? Et ils proposent alors soit une surveillance, donc des solutions sécuritaires uniquement, soit dans certains cas de prolonger la détention, de faire de la rétention administrative, sauf qu'en l'état actuel du droit en France, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est la première raison qui est générale. Il y a une deuxième raison qui est spécifique à la France, qui est que la France est arrivée tardivement sur ces questions de contre-radicalisation. On a commencé en France à faire ça vers 2014, alors que d'autres pays, notamment en Europe, le faisaient depuis plusieurs années. Et les premières expériences... On est un petit peu avant les attentats de janvier 2015. On est avant les attentats de janvier 2015, effectivement, mais le phénomène des filières syriennes était déjà présent. Et donc, au début de l'année 2014, Bernard Cazeneuve, à l'époque, avait déjà présenté un plan de lutte antiterroriste.
Donc oui, il y a des raisons spécifiques à la France, qui est que les premières expérimentations ont donné des résultats qui n'étaient vraiment pas probants. Et il y a même eu certaines dérives, avec notamment... une des premières expériences s'est terminée devant les tribunaux pour détournement de fonds publics. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de communication qui était faite autour de ce programme, mais il y avait très peu d'action, très peu de suivi. Là, les choses ont beaucoup évolué depuis. Les programmes sont maintenant stabilisés et on voit qu'on est contrôle. On est beaucoup plus en tout cas dans l'action que dans la communication. Alors là, c'est vrai que depuis la sortie de mon rapport, il y a un peu de bruit autour de ce programme, mais globalement, avant cela, le programme avançait quand même dans l'ombre de manière très discrète. Et donc, les personnes prises en charge sont aussi beaucoup plus nombreuses que par le passé. Concrètement, sur la période que moi j'ai étudiée, donc du début du programme en 2018 jusqu'à octobre 2020, il y a 120 individus qui avaient été pris en charge. Donc, c'est pas négligeable. C'est évidemment pas la totalité des terroristes sortant de prison et encore moins des droits communs suspectés de radicalisation, mais c'est une proportion qui n'est pas négligeable. Quels sont les grands axes de ce programme? Comment, finalement, on déradicalise quelqu'un en France? Déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, on parle de moins en moins de déradicalisation. Moi, j'ai mis ce terme dans le titre pour que ce soit compréhensible du grand public. En réalité, on parle beaucoup plus de désengagement. Le désengagement peut être vérifié, c'est-à-dire qu'on peut contrôler qu'une personne sort d'un groupe violent, cesse ses contacts avec les membres d'un groupe violent, se met à respecter la loi et, par exemple, cesse de visiter des sites web radicaux. Ça, ce sont des choses qui se contrôlent. En revanche, voir ce qu'il y a dans la tête des individus et si leurs idées changent vraiment, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on peut toujours continuer à croire en une idéologie islamiste radicale ou djihadiste sans agir concrètement en contactant tel ou tel groupe, par exemple, ou en suivant certains sites. Alors, je vais répondre à votre question précédente qui permettra de rebondir sur celle-là. Il y a 3 piliers dans le programme. Il y a un pilier social qui vise vraiment à réinsérer les personnes, donc à les aider à retrouver un logement, à retrouver un travail, à retrouver une vie aussi normale que possible, avec des individus aussi normaux que possible dans leur entourage. Ensuite, il y a un pilier psychologique, parce qu'il y a une bonne proportion de ces individus, je n'ai pas pu la chiffrer précisément, mais qui souffrent de troubles psychologiques, et une toute petite minorité qui a vraiment des maladies psychiatriques. Des troubles antérieurs à leurs engagements Des troubles souvent antérieurs à leurs engagements. Je vous donne juste un exemple, mais qui est là sans doute une exception, parce que les personnes qui ont des vraies maladies mentales sont minoritaires, mais j'ai pu faire un entretien avec un individu qui venait de passer 3 ans en prison pour des faits de terrorisme, et c'est une personne qui, depuis son adolescence, avait été diagnostiquée bipolaire et schizophrène. Donc ça existe, mais encore une fois, c'est une petite minorité, et ceux-là donc sont pris en charge par des spécialistes, des psychologues notamment, et parfois des psychiatres. Et puis il y a un 3e pilier, et là ça fait la jonction avec votre 2e question, qui est le pilier idéologique. C'est-à-dire qu'il y a des islamologues ou des aumôniers ou des imams qui travaillent dans ce programme et qui cherchent vraiment à agir sur la vision du monde de ces individus, à leur montrer qu'il y a une autre manière de pratiquer son islam que la manière prônée par Daesh ou Al-Qaïda. Là, on est beaucoup plus du coup dans la déradicalisation que simplement dans le désengagement. Mais c'est plus difficile à vérifier. Un intervenant que j'ai interviewé et que je cite me dit « on ne peut pas perquisitionner un cerveau ». C'est une manière, c'est très bien dit effectivement, mais ça montre qu'il y a toujours un doute. Effectivement, on peut essayer de multiplier les contrôles pour vous donner aussi un ordre d'idée du suivi. Ça peut aller jusqu'à 20 heures par semaine pour les individus considérés comme les plus dangereux, entre guillemets, c'est pas forcément le bon terme, enfin ceux qui ont le plus besoin d'un accompagnement, et comme je le disais, pendant plusieurs mois, avec des intervenants de différentes disciplines. Donc en croisant ces regards et en ayant un suivi extrêmement intensif, ils essayent de détecter l'éventuelle dissimulation, puisque c'est là toute la problématique. La fameuse taquilla. La fameuse taquilla, exactement. Merci beaucoup Marc Ecker d'avoir été mon invité. Je rappelle que vous êtes directeur de la recherche de l'Institut français des relations internationales, et je renvoie nos auditeurs et auditrices à votre étude sur le site de l'IFRI, djihadiste un jour, djihadiste toujours, avec un point d'interrogation. Bon après-midi à vous et à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.